17 juillet 1998. La soirée avait commencé paisiblement, comme tant d'autres, dans les villages disséminés le long de la côte nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Puis, à 17h49, le sol s'ébranla avec une violence soudaine. Sans crier gare, un séisme de magnitude 7 secoua la région. Les ondes de choc se propagèrent dans les environs. Les murs se lézardèrent, les habitations vacillèrent, et la terre se contracta et se tordit sous les pieds des villageois. La secousse dura 19 secondes, avec un foyer situé à 30 km de profondeur et présentait les caractéristiques d'un séisme ordinaire. Bien qu'elle ait causé des dégâts, rien ne laissait présager un désastre imminent. Trompés par cette apparente accalmie, les habitants crurent à la fin de l'événement. Ils ignoraient que le pire restait à venir. Puis, d'étranges lumières attirèrent l'attention de certains habitants. Tout commença par une lueur rougeâtre à l'horizon, une traînée évoquant une flamme. Cette apparition fugace survint peu après la première secousse et se déploya dans le ciel septentrional, au-dessus de l'océan. Elle brilla d'un éclat intense avant de s'évanouir brusquement. Quelle pouvait en être l'origine? Les hypothèses fusèrent, s'agissait-il d'un présage inquiétant ou simplement d'un effet lumineux singulier? Mais à peine la lumière s'était-elle dissipée qu'un grondement sourd, venu du large, retentit avec force. Personne ne comprenait sa signification et, poussés par la curiosité, certains s'avancèrent vers la plage pour scruter l'horizon. Ce qu'ils virent dès lors glaça le sang. L'océan semblait anormal. Loin d'être paisible, l'eau s'agitait, écumait et paraissait bouillir d'une manière troublante, presque irréelle. C'est alors qu'ils l'aperçurent, une vague titanesque se dressant au loin, fonçant sur eux à une vitesse effroyable. La panique s'empara de la population comme une traînée de poudre. Certains escaladèrent les arbres, d'autres précipitèrent leurs embarcations dans le lagon, espérant fuir l'horreur imminente. Mais il était déjà trop tard. La première vague s'abattit avec une puissance inouïe, anéantissant en un instant des villages entiers. Les débris furent projetés dans toutes les directions, des arbres furent arrachés, et certaines constructions furent entraînées jusqu'à 60 mètres à l'intérieur des terres. Des décennies plus tard, ces villages restent pour certains inaccessibles par la route. Au même moment, un phénomène étrange se manifesta. De nombreux témoins affirmèrent avoir aperçu une lueur rougeâtre au sommet du tsunami, donnant l'impression que la vague charriait des flammes. À mesure qu'elle approchait du rivage, cette lumière inquiétante prenait une teinte profonde, irréelle, perceptible depuis des localités aussi éloignées qu'Aitap. Et ce n'était que le prélude à l'horreur. Deux autres vagues s'élevèrent peu après, en succession rapide. La seconde fut la plus dévastatrice, atteignant 10 à 15 mètres de hauteur. Lorsque l'océan se retira enfin, il ne laissa derrière lui qu'un paysage méconnaissable. Une fois que les vagues eurent tout ravagé et laissé les villages en ruine, le ciel offrit un ultime spectacle. Les survivants décrivirent une lueur jaune, voire jaune-rouge, qui illuminait la voûte céleste au-dessus de l'océan. Un survivant, réfugié au sommet d'un arbre, observa cette clarté persistante s'étirer en direction d'Arop et d'Étape. À Malol, les sœurs de Notre-Dame des Missions, tournées vers la mer, furent saisies par l'étrangeté du spectacle. L'eau, d'un or liquide, était d'un calme absolu, lisse comme de l'huile, baignée par cette lueur surnaturelle. La lueur était si vive qu'elle inondait de lumière le paysage en ruine. Par chance, cela permit aux rescapés d'entamer aussitôt la recherche de leurs proches disparus. Nombreux furent ceux qui attribuèrent ces lumières à un phénomène surnaturel, y voyant un présage. Cette catastrophe frappa avec une brutalité imprévisible, aussi soudaine que dévastatrice. La Royal Australian Air Force intervint sans délai, dépêchant des avions chargés de matériel de secours. Une question devint alors cruciale. Qu'avait bien pu provoquer un tel cataclysme? Très vite, les investigations révélèrent que ce tsunami différait des autres. Contrairement aux vagues ordinaires, celle d'un tsunami ne se manifeste pas toujours par des murs d'eau s'abattant sur le rivage. Parfois, le premier signe avant-coureur est un brusque retrait de la mer. Si vous voyez l'eau s'éloigner anormalement du littoral, restez en alerte. C'est un avertissement. Lorsque l'océan revient, il le fait avec une rapidité foudroyante, comme une marée gigantesque déferlant avec une puissance destructrice. De plus, un tsunami ne survient que rarement en une seule vague. Il frappe souvent par vagues successives, anéantissant tout sur son passage. Ces phénomènes se produisent lorsqu'une immense masse d'eau, dans un océan ou un grand lac, est brutalement déplacée. Leur origine principale réside dans les séismes.
qui surviennent lorsque les plaques tectoniques de la Terre se déplacent soudainement sous l'océan. En se soulevant ou en s'affaissant, le fond marin propulse l'eau en surface, générant des vagues d'une ampleur colossale. Toutefois, le tsunami qui frappa la Papouasie-Nouvelle-Guinée s'écartait de ce schéma classique. Au départ, les chercheurs pensèrent qu'il résultait du glissement des plaques tectoniques australiennes et pacifiques l'une contre l'autre. Le séisme en lui-même ne constituait pas le véritable problème. En réalité, il était d'une intensité assez modeste. Cependant, il avait déclenché un gigantesque glissement de terrain sous-marin. Lorsque le fond océanique s'affaissa, il propulsa un volume d'eau phénoménal. Les vagues atteignirent près de 15 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. C'est ainsi que nous avons pris conscience qu'un séisme de faible magnitude pouvait engendrer un tsunami dévastateur en provoquant un éboulement sous-marin. Pire encore, ce type de tsunami peut surgir sans véritable signe avant-coureur, car les systèmes d'alerte sismique ne se déclenchent pas toujours dans ces circonstances. Mais qu'en était-il du bouillonnement et de l'effervescence de l'eau que certains avaient observé? Il s'agissait en réalité d'une libération soudaine de gaz sous-marin. Sous le plancher océanique, des poches de gaz sont piégées dans les sédiments. Parmi elles, on trouve le méthane, présent dans les gisements pétroliers et gaziers, ainsi que le sulfure d'hydrogène, au relent d'œufs pourris. Lors du séisme, le fond marin s'est probablement fissuré ou déplacé, laissant échapper ces gaz. Ce phénomène a engendré une sorte d'ébullition. Dans certaines zones, l'eau a pu se réchauffer. Et plusieurs témoins ont rapporté que les vagues étaient anormalement chaudes, voire irritantes pour la peau. La présence de substances chimiques dissoutes dans l'eau n'a fait qu'aggraver cette sensation. Il est même possible que ces éruptions de gaz aient contribué à amplifier le tsunami. Peut-être ont-elles déstabilisé les sédiments qui ont fini par provoquer ce glissement sous-marin, ou bien ont-elles favorisé l'élévation de l'eau au moment de leur libération. Ce serait comme agiter une bouteille de soda. Si la pression s'échappe brutalement, la réaction est spectaculaire. Mais qu'en était-il des lumières étranges aperçues dans le ciel? C'est une question plus complexe. Il existe un phénomène connu sous le nom de lumière sismique. Observées aux 4 coins du globe, elles se traduisent par des éclairs, des lueurs ou des effets comparables aux aurores polaires. Leur couleur varie généralement entre le blanc, le bleuâtre et des teintes multicolores. Ces lumières peuvent apparaître à tout moment d'un séisme, durant quelques secondes ou plusieurs dizaines de minutes. Si l'on se fie à leur description, le premier éclair rouge pourrait avoir été provoqué par un phénomène électrique. La croûte terrestre regorge de quartz et d'autres minéraux capables de libérer de l'électricité une fois sous pression. Lorsque le séisme a ébranlé le sol, cette électricité s'est propagée jusqu'à l'atmosphère. Les gaz déjà libérés auparavant auraient également pu jouer un rôle. Ils auraient pu s'enflammer ou interagir avec des particules chargées présentes dans l'air, accentuant ainsi la luminosité des éclairs. Pendant que la vague soulevait sable, roches et débris, la pression extrême et les mouvements intenses ont probablement généré d'autres étincelles. Cela pourrait expliquer les étranges lueurs rougeoyantes aperçues au sommet des vagues. Quant à la lumière jaune, elle pourrait avoir été causée par ces gaz électrifiés s'élevant dans l'atmosphère. Le méthane et d'autres gaz auraient interagi avec le champ magnétique terrestre, produisant un effet similaire à celui d'une aurore boréale. Mais tout cela n'est que spéculation. Ce qu'il y a de plus bouleversant dans cette histoire, c'est que la catastrophe de Papouasie-Nouvelle-Guinée aurait pu être évitée. Les sismologues savaient qu'un tsunami était imminent, bien qu'il ait devancé leurs prédictions. La première vague a déferlé entre 10 et 25 minutes après le séisme, soit environ 5 minutes plus tôt que ce qu'ils avaient anticipé. Cela signifie que son point d'origine se trouvait à proximité immédiate du littoral. La raison pour laquelle personne n'a pu évacuer à temps est simple. Les locaux ne disposaient d'aucun système d'alerte au tsunami, ni de connaissances suffisantes sur ces phénomènes pour comprendre qu'un séisme pouvait en provoquer un, ni pourquoi l'eau se comportait de façon étrange. Ce genre d'événement ne s'était pas produit en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis plus de 60 ans. Mais cet événement aura servi de signal d'alarme. De cette tragédie sont nées des leçons et une forme de résilience. 1 an après la catastrophe, tous les survivants ont pu suivre un documentaire détaillant les causes du désastre et leur apprenant les gestes à adopter si cela devait se reproduire. Cette initiative a sauvé des vies, car l'histoire s'est en effet répétée. Un séisme et un tsunami similaires ont frappé l'île voisine de Vanuatu en novembre 1999.
Mais cette fois-ci, les insulaires, sensibilisés par le documentaire produit en amont, étaient préparés. Plutôt que de sombrer dans la panique, ils ont su rapidement réagir et heureusement des centaines de vies ont pu être sauvées. Aujourd'hui, des systèmes d'alerte au tsunami sont en place dans toutes les régions développées. Ces systèmes peuvent avertir la population au moyen de sirènes, de SMS ou de programmes télévisés dès qu'un tsunami potentiel est détecté.